Elle a défié son père pour sauver sa famille. Ce qu'elle a fait est héroïque. Bon retour et profitez de l'histoire. Gabrielle était née dans un monde de privilèges. La lumière dorée qui filtrait à travers les immenses fenêtres de la demeure familiale dans le 16e arrondissement de Paris semblait toujours l'envelopper d'une aura particulière, comme si le destin lui-même avait décidé de la marquer du sceau de l'opulence. Fille unique de Victor Moreau, industriel renommé et figure incontournable de la haute société parisienne, elle n'avait jamais connu autre chose que le luxe, les réceptions somptueuses et les sourires de façade. À 23 ans, ses longs cheveux auburn et ses yeux noisettes reflétaient une beauté classique que les photographes des magazines mondains s'arrachaient. Pourtant, derrière ce masque de perfection, se cachait une âme tourmentée, une conscience éveillée qui commençait à percevoir les fissures dans la façade dorée de son existence. Ce matin-là, alors que Gabrielle descendait l'escalier en marbre qui menait au grand salon, elle entendit des éclats de voix provenant du bureau de son père. La porte entr'ouverte lui permit de distinguer les traits tirés de Madame Rousseau, la cuisinière qui servait fidèlement la famille depuis que Gabrielle était enfant. Les mains tremblantes de la femme contrastaient avec la posture rigide et impassible de Victor Moreau, dont la voix glaciale résonnait dans la pièce. 23 ans de service ne changent rien au fait que vous ne correspondez plus à l'image que je souhaite donner de cette maison, Madame Rousseau. Votre âge commence à se voir, et vos recettes sont dépassées. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse impressionner mes invités, pas d'une vieille femme qui s'accroche à ses traditions culinaires provinciales. Gabrielle sentit son cœur se serrer en voyant les larmes silencieuses qui coulaient sur les joues de la femme qui avait préparé ses goûters d'enfance, soigné ses rhumes et écouté ses confidences d'adolescente. La brutalité des mots de son père la frappa comme jamais auparavant. Ce n'était pas la première fois qu'elle assistait à une telle scène, mais quelque chose était différent aujourd'hui. Une conscience nouvelle s'éveillait en elle, comme si un voile venait de se déchirer. « Mais monsieur Moreau, balbutia Madame Rousseau, que vais-je devenir? Mon mari est décédé, je n'ai pas d'économie, et à mon âge, ce n'est pas mon problème, coupa sèchement Victor, en lui tendant une enveloppe. Voici votre dernier salaire et une petite indemnité. Je vous demande de quitter la maison avant ce soir. Jacques vous aidera à emporter vos affaires. » Gabrielle recula, silencieusement, le cœur battant à tout rompre. Elle monta rapidement à sa chambre et ferma la porte derrière elle, tentant de contrôler sa respiration devenue chaotique. Cette scène venait s'ajouter à une série d'incidents similaires dont elle avait été témoin ces derniers mois. Le chauffeur renvoyé pour avoir osé demander un jour de congé pour l'anniversaire de son fils, la femme de ménage congédiée pour avoir brisé accidentellement un vase, et combien d'autres avant eux. Les paroles de son père lors de son dernier anniversaire lui revinrent en mémoire. « Tout ceci sera à toi un jour, ma fille. L'entreprise, cette maison, notre nom, tu es l'héritière de l'Empire Moreau. Il est temps que tu commences à apprendre comment diriger tout cela. » Elle s'approcha de la fenêtre et observa le jardin impeccablement entretenu en contrebas. Un empire bâti sur les larmes et la souffrance des autres, valait-il vraiment la peine d'être préservé? Pour la première fois de sa vie, Gabrielle se posait la question sans détour. Quelques heures plus tard, elle trouva Madame Rousseau dans les cuisines, rassemblant ses affaires dans un vieux sac de voyage élimé. Sans hésiter, Gabrielle s'approcha d'elle et la serra dans ses bras. « Je suis tellement désolée, Madame Rousseau, » murmura-t-elle, la gorge nouée par l'émotion. La vieille dame sourit tristement. « Ce n'est pas de votre faute, mademoiselle. Gabrielle, vous avez toujours été gentille avec moi. Vous êtes différente de votre père, vous savez. Vous avez le cœur de votre mère. » Ces mots touchèrent Gabrielle en plein cœur. Sa mère, décédée lorsqu'elle avait 8 ans, restait un souvenir lumineux mais flou dans sa mémoire. Elle se souvenait vaguement des disputes entre ses parents, sa mère reprochant souvent à son père sa dureté et son manque d'empathie. « Où irez-vous » demanda Gabrielle. « J'ai une cousine à Montmartre. Elle me laissera dormir sur son canapé le temps que je trouve une solution, » répondit Madame Rousseau en essuyant ses yeux rougis.
Gabriel sortit discrètement son portefeuille et en tira plusieurs billets. « Prenez ceci, s'il vous plaît. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourra vous aider pour commencer. Je ne peux pas accepter, mademoiselle. J'insiste. Considérez que c'est pour toutes ces fois où vous m'avez préparé des crêpes en secret quand j'étais triste. » Un sourire fugace éclaira le visage fatigué de la cuisinière qui finit par accepter le don. Alors qu'elle quittait la demeure, par la porte de service, Gabriel sentit une détermination nouvelle naître en elle. Ce jour marquait un tournant dans sa vie. Elle ne pouvait plus fermer les yeux sur les injustices qui se déroulaient sous son toit, dans l'entreprise familiale, et qui étaient perpétrées au nom d'un héritage qu'elle était censée chérir. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Gabrielle prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Elle ne serait pas complice de la cruauté de son père. Si l'empire Moreau devait lui revenir un jour, elle s'assurerait qu'il soit rebâti sur des fondations plus justes et humaines. Mais pour cela, elle devait d'abord comprendre comment fonctionnait réellement l'entreprise familiale, loin des discours policés et des rapports annuels édulcorés que son père lui présentait. Une semaine après le renvoi de Madame Rousseau, Gabrielle franchit pour la première fois les portes du siège des Industries Moreau en tant que potentielle future dirigeante. Le bâtiment moderne aux lignes épurées se dressait fièrement dans le quartier d'affaires de la Défense, surplombant Paris comme un symbole de réussite et de puissance. Victor avait organisé une visite officielle pour présenter sa fille aux principaux cadres de l'entreprise. « Messieurs, je vous présente Gabrielle, ma fille et future héritière des Industries Moreau », annonça fièrement Victor dans la salle de conférence où étaient réunis une dizaine d'hommes en costume sombre. Elle va passer les prochains mois à se familiariser avec nos différents départements pour comprendre les rouages de notre empire. Les regards curieux et parfois sceptiques des cadres dirigeants ne troublèrent pas Gabrielle, vêtue d'un tailleur bleu marine qui lui donnait une allure professionnelle et déterminée. Elle serra des mains, échangea des politesses et observa attentivement chaque réaction, chaque nuance dans les attitudes. Derrière les sourires de façade, elle percevait une tension palpable, une forme de crainte respectueuse envers son père, qui l'intrigua. La visite se poursuivit dans les différents étages du bâtiment. Les bureaux luxueux des cadres contrastaient fortement avec les espaces de travail exigus des employés subalternes. Gabrielle remarqua les regards baissés, les voix qui s'éteignaient à l'approche de Victor, les postures qui se raidissaient. « Et voici notre service comptable », poursuivit Victor en ouvrant une porte donnant sur un open space où s'affairait une vingtaine de personnes. « C'est ici que l'on s'assure que chaque euro est dépensé efficacement. » Gabrielle nota un mouvement furtif dans un coin de la pièce. Une femme enceinte avait rapidement baissé la tête à leur entrée, comme si elle cherchait à se faire invisible. « Qui est cette personne ?» demanda discrètement Gabrielle à Bernard Lambert, le directeur financier qui les accompagnait. Un éclair de malaise traversa le regard de l'homme. « Mademoiselle Leroy, une assistante comptable. Elle ne sera plus parmi nous très longtemps. » « Pourquoi donc ?» Lambert jeta un coup d'œil nerveux vers Victor qui s'était éloigné pour examiner des graphiques accrochés au mur. « Son contrat ne sera pas renouvelé le mois prochain, » murmura-t-il. « Votre père estime que sa grossesse pourrait nuire à la productivité du service. » Gabrielle sentit une vague de colère l'envahir, mais elle maintint un visage impassible. « Je vois » dit-elle simplement, en notant mentalement le nom de cet employé. La journée se poursuivit par un déjeuner dans le restaurant étoilé, situé au dernier étage de l'immeuble, réservé aux cadres supérieurs et aux clients importants. Pendant le repas, Victor ne tarissait pas d'éloges sur sa propre vision entrepreneuriale. « Tu comprends, Gabrielle, la différence entre un homme d'affaires ordinaire et un bâtisseur d'empire comme moi, c'est la capacité à prendre des décisions difficile, sans se laisser encombrer par des sentimentalismes inutiles. Les résultats parlent d'eux-mêmes. » Elle acquiesça poliment, tout en observant par la baie vitrée les employés qui mangeaient des sandwichs sur un banc en contrebas, dans le petit parc adjacent au bâtiment. À cet instant précis, elle sut que sa mission serait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé.
Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Au cours des semaines suivantes, Gabrielle développa une stratégie pour en apprendre davantage sur les pratiques réelles des industries Moreau. Elle prétextait auprès de son père un intérêt croissant pour l'entreprise, ce qui lui permettait d'y passer de plus en plus de temps. Mais contrairement à ce que Victor imaginait, elle ne se contentait pas de suivre docilement les parcours balisés qu'il lui proposait. Un mardi matin, elle arriva délibérément 2 heures avant le début officiel de sa journée d'observation. Vêtue d'un simple tailleur gris et avec ses cheveux attachés en un chignon strict, elle passa presque inaperçue auprès du personnel d'entretien qui commençait sa journée. C'était précisément ce qu'elle recherchait. « Bonjour », dit-elle doucement en s'approchant d'une femme d'une 50aine d'années qui nettoyait les bureaux du 3e étage. La femme sursauta légèrement. « Bonjour, mademoiselle. Je n'ai pas encore terminé ce bureau. Si vous voulez travailler, je peux revenir plus tard. » « Non, ne vous inquiétez pas. Je suis Gabrielle Moreau, la fille de Victor Moreau. » Elle vit la femme se raidir immédiatement. « Comment vous appelez-vous ?»« Maria Sanchez, mademoiselle, » répondit la femme avec un accent espagnol prononcé. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici, Maria ?»« Presque 10 ans maintenant. Je commence à 5 heures du matin et je finis vers midi. »« Et vous êtes employée directement par les industries Moreau ?» Un léger rire nerveux échappa à Maria. « Oh non, mademoiselle, nous sommes tous sous-traitants. La société s'appelle Propre & Net. Ils ont le contrat avec votre père depuis 3 ans maintenant. Et les conditions sont bonnes. » Maria hésita visiblement, pesant ses mots. « On travaille, c'est déjà bien. Avec la crise, beaucoup n'ont pas cette chance. » Gabrielle sortit discrètement une carte de visite de sa poche. « Si un jour vous avez besoin de parler, ou si vous avez des informations que vous pensez que je devrais connaître, appelez ce numéro. C'est mon portable personnel. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent de surprise. « Pourquoi faites-vous cela, mademoiselle ? » « Disons que j'essaie de comprendre comment fonctionne réellement l'entreprise de mon père. » Cette conversation fut suivie de nombreuses autres, toujours discrètes, toujours en l'absence de Victor ou de ses fidèles lieutenants. Gabrielle parlait aux standardistes, aux techniciens de maintenance, aux chauffeurs qui attendaient pendant des heures dans le parking. Souterrain, petit à petit, un tableau beaucoup plus sombre que celui présenté par son père se dessinait. Les témoignages convergeaient, heures supplémentaires non payées, pression psychologique constante, licenciements abusifs déguisés en fautes professionnelles, recours systématique à la sous-traitance pour minimiser les responsabilités et sociales de l'entreprise. Les industries Moreau brillaient dans les classements des entreprises les plus rentables de France, mais cette réussite semblait bâtie sur la souffrance de centaines d'employés invisibles. Un jour, alors qu'elle feuilletait distraitement des rapports financiers dans le bureau que son père lui avait attribué, Gabrielle reçut un appel sur son téléphone personnel. « Mademoiselle Moreau, c'est Philippe Durand du service logistique. » La voix à l'autre bout du fil était tendue, presque chuchotante. « Vous m'avez donné votre carte la semaine dernière. »« Oui, Philippe, je me souviens. Que puis-je faire pour vous ? » « J'ai quelque chose à vous montrer, mais pas ici, pas au bureau, c'est assez grave. » Ils convinrent d'un rendez-vous le soir même dans un café anonyme du 11e arrondissement, loin des quartiers habituellement fréquentés par la famille Moreau. Philippe, un homme trapu aux tempes grisonnantes, semblait nerveux, jetant constamment des regards autour de lui comme s'il craignait d'être observé. « J'ai travaillé pour votre père pendant 15 ans. » Commença-t-il après que Gabrielle eut commandé 2 cafés. « Au début, c'était une bonne entreprise, exigeante, mais correcte. Puis, il y a environ 8 ans, tout a changé. Votre père a commencé à obsessionner sur les marges, la rentabilité à tout prix. » Il sortit une clé USB de sa poche et la fit glisser discrètement vers Gabrielle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en prenant l'objet. « Des preuves, des emails, des mémos internes, des rapports d'audit modifiés. Votre père a systématiquement réduit les mesures de sécurité dans nos entrepôts pour économiser de l'argent.
L'année dernière, un ouvrier a perdu 3 doigts à cause d'une machine dont la maintenance avait été reportée 6 fois. L'incident a été classé comme une négligence de l'employé. L'homme a été licencié sans indemnité. Gabriel sentit son estomac se nouer. « Pourquoi me montrez-vous tout cela ?» Philippe la regarda droit dans les yeux. « Parce que vous êtes des faits différentes. Je vous observe depuis que vous venez à l'entreprise. Vous parlez aux gens que personne ne regarde habituellement. Vous écoutez. J'ai espéré que vous pourriez changer les choses. » De retour chez elle, Gabriel passa une partie de la nuit à examiner les documents fournis par Philippe. Chaque nouveau fichier renforçait son sentiment d'horreur et sa détermination. Son père n'était pas simplement un employeur exigeant, il était prêt à sacrifier le bien-être et même la sécurité de ses employés pour quelques points de rentabilité supplémentaires. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Victor remarqua les cernes sous les yeux de sa fille. « Tu travailles trop, ma chérie », dit-il en tartinant nonchalamment son toast. « Tu devrais prendre quelques jours de repos. Pourquoi ne pas aller dans notre villa à Saint-Tropez ?» Gabriel reposa sa tasse de café. « Père, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. J'ai découvert certaines pratiques dans l'entreprise qui me préoccupent. La sous-traitance excessive, les conditions de travail des employés de bas niveau, les mesures de sécurité négligées. » Le visage de Victor se durcit instantanément. « Tu n'as pas à te préoccuper de ces détails opérationnels, Gabriel. Ta formation concerne la vision stratégique, pas la plomberie de l'entreprise. Mais ces détails concernent des personnes réelles, père, des gens qui souffrent. » Victor posa brutalement sa tasse, éclaboussant la nappe immaculée. « Ne sois pas naïve. Crois-tu que l'on bâtit un empire avec des bons sentiments? Ton grand-père a commencé avec un petit atelier de mécanique. Moi, j'ai transformé cela en un groupe industriel international. Sais-tu pourquoi? Parce que j'ai pris les décisions difficiles que d'autres refusaient de prendre. »« Des décisions qui brisent des vies, » rétorqua Gabriel, incapable de contenir sa colère plus longtemps. « Des décisions qui assurent notre survie dans un monde impitoyable. Ces gens dont tu parles, ils sont interchangeables. Demain, ils seront remplacés par des machines ou des travailleurs moins chers d'Europe de l'Est ou d'Asie. C'est l'évolution naturelle. » Gabriel secoua la tête, dégoûté par ce qu'elle entendait. « Ce n'est pas une évolution naturelle, père. Ce sont vos choix, et ils sont cruels. » Victor se leva, dominant sa fille de toute sa hauteur. « Tu me déçois, Gabriel. Je pensais que tu avais l'étoffe d'une dirigeante, mais tu n'es qu'une idéaliste comme ta mère. Elle aussi croyait pouvoir changer le monde avec des bons sentiments. » Il ricana amèrement. « Regarde où cela l'a mené. » Ces dernières paroles frappèrent Gabriel comme une gifle. Sa mère avait officiellement succombé à une longue maladie, mais les insinuations de son père suggéraient autre chose. Avait-elle aussi découvert la vérité sur l'empire familial? Avait-elle tenté de s'y opposer? « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rien du tout. Oublie cette conversation. Tu es fatigué et moi j'ai une entreprise à diriger. » Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Gabriel seul avec ses questions et sa colère grandissante. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre le père et la fille. Victor semblait avoir décidé d'ignorer leur confrontation, reprenant ses invitations pour que Gabriel l'accompagne à des réunions stratégiques, comme si rien ne s'était passé. Elle acceptait, mais son regard avait changé. Elle n'était plus l'héritière docile que son père espérait et façonnait. Elle était devenue une observatrice critique, rassemblant méticuleusement des preuves et des témoignages. Un soir, alors qu'elle rentrait tard d'une visite discrète auprès d'un ancien employé des industries Moreau, Gabriel trouva son père l'attendant dans le salon, un verre de whisky à la main. « Où étais-tu » demanda-t-il abruptement. « J'avais besoin de prendre l'air » répondit-elle évasivement. Victor la fixa intensément. « Tu mens. Bernard Lambert m'a vu cet après-midi. Il t'a croisé dans le 19e arrondissement, devant l'immeuble de Jean Mercier. » Gabriel tressaillit intérieurement. «
Jean Mercier était un ancien ingénieur des industries Moreau qui avait été licencié après avoir alerté sur des problèmes de sécurité dans une nouvelle ligne de production. Le prétexte officiel était une restructuration économique. « Je rencontre qui je veux, père », répondit-elle fermement. Victor se leva, son verre toujours à la main. « Tu complotes contre moi, ma propre fille. » Son visage s'était empourpré, sous l'effet de la colère et probablement de l'alcool. « Tu crois que je ne sais pas que tu fouines partout, que tu parles aux employés dans mon dos, que tu recueilles des témoignages? Je cherche simplement la vérité. » La vérité? Il éclata d'un rire sans joie. La vérité, c'est que tu n'as aucune idée de ce qu'il faut pour réussir dans ce monde. Tu as grandi dans du coton, protégé des réalités brutales. Pendant que tu jouais à la poupée, je bâtissais un empire qui assure ton avenir. Un empire bâti sur la souffrance des autres n'est pas un héritage dont je peux être fier, répliqua-t-elle. Victor s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir l'odeur du whisky dans son haleine. « Je te donne un choix, Gabrielle. Soit tu arrêtes immédiatement ces petites investigations et tu te conformes à la voie que j'ai tracée pour toi, soit... Soit quoi, père? Soit tu quittes cette maison, tu renonces à ton nom et à ton héritage. Je ne tolérerai pas un Judas sous mon toit. » Le cœur de Gabrielle battait à tout rompre, mais sa voix resta ferme. « Et si je choisis de rester et de changer les choses de l'intérieur ?» Victor la toisa avec mépris. « Tu n'en auras jamais le pouvoir. Le conseil d'administration m'est entièrement dévoué. Tu n'es rien sans mon approbation. »« Nous verrons, » murmura-t-elle avant de tourner les talons. Cette nuit-là, Gabrielle ne put trouver le sommeil. L'ultimatum de son père résonnait dans son esprit, ainsi que ses menaces à peine voilées. Elle savait qu'il ne bluffait pas. Victor Moreau n'était pas homme à faire des menaces en l'air. Mais elle ne pouvait pas non plus abandonner ce qu'elle avait découvert, ces injustices qu'elle ne pouvait plus ignorer. Aux premières lueurs de l'aube, sa décision était prise. Elle ne quitterait pas la maison familiale. Du moins, pas encore. Elle avait besoin d'un plan, d'alliés, et surtout d'une légitimité que son père ne pourrait pas facilement contester. Jean Mercier lui avait parlé d'une jeune avocate spécialisée dans le droit du travail qui avait déjà affronté les industries Moreau par le passé, défendant des employés licenciés abusivement. Maître Sophie Leblanc n'avait pas gagné tous ses procès, mais elle avait fait suffisamment de bruit pour inquiéter Victor et ses conseillers juridiques. Le lendemain matin, Gabrielle se rendit au cabinet de Maître Leblanc, situé dans un immeuble modeste du 3e arrondissement. Sophie Leblanc était une femme d'une trentaine d'années, au regard vif et à l'attitude résolue. Elle écouta attentivement Gabrielle, lui exposer sa situation et les preuves qu'elle avait commencé à rassembler. « Vous réalisez que ce que vous faites est extrêmement risqué ?» demanda l'avocate après un long silence. « Votre père est un homme puissant, avec des connexions politiques et médiatiques considérables. »« Je le sais, mais je ne peux plus vivre en sachant ce que je sais maintenant. » Sophie l'observa pensivement. « Pourquoi faites-vous cela, mademoiselle Moreau? Vous avez tout à perdre et pas grand-chose à gagner personnellement. » Gabrielle réfléchit un instant. « Quand j'étais petite, ma mère me lisait l'histoire du Petit Prince. Il y a cette phrase qui dit que l'essentiel est invisible pour les yeux. Pendant des années, je n'ai pas vu l'essentiel. Je n'ai vu que la surface brillante de notre richesse, pas les fondations pourries sur lesquelles elle repose. Maintenant que je vois, je ne peux plus fermer les yeux. » Sophie hocha lentement la tête. « D'accord, je vais vous aider. Mais nous devons être méthodiques et extrêmement prudentes. Votre père ne reculera devant rien pour vous arrêter s'il comprend ce que vous préparez. » Des mois d'un travail minutieux et dangereux commencèrent alors. Officiellement, Gabrielle continuait de suivre la formation que son père avait établie pour elle dans l'entreprise. Elle assistait aux réunions, apprenait les rouages des différents services, souriait aux partenaires commerciaux. Mais en parallèle, avec l'aide de Sophie et d'un réseau grandissant d'employés courageux, elle constituait un dossier accablant sur les pratiques des industries Moreau. Avez-vous déjà dû vous battre contre l'injustice au sein de votre propre famille?
Partagez votre expérience dans les commentaires. Un mardi matin d'avril, Victor convoqua sa fille dans son bureau à la première heure. Son visage était un masque d'irritation contenue. « Gabrielle, j'ai appris que tu avais demandé à consulter les archives du service des ressources humaines concernant les licenciements des 5 dernières années. Puis-je savoir pourquoi ?» Elle avait préparé sa réponse. « Simple curiosité. Professionnelle, père. Je m'intéresse aux patterns de turnover et à leur impact sur la productivité. C'est un sujet que j'ai étudié lors de mon master en management. » Victor la dévisagea longuement, cherchant à détecter le mensonge. « Je vois. Et cette visite à notre usine de Poissy la semaine dernière? Celle où tu as passé plus de temps à parler avec les ouvriers qu'avec le directeur du site. Je crois fermement qu'un bon dirigeant doit comprendre toutes les dimensions de son entreprise, y compris la réalité du terrain, répondit-elle calmement. Un silence pesant s'installa entre eux. Gabrielle sentait que son père ne croyait pas un mot de ses explications, mais il semblait hésiter sur la marche à suivre. « Tu me rappelles tellement ta mère parfois, » dit-il finalement avec une note de « était-ce de la tristesse ?» Elle aussi croyait pouvoir changer le monde. Est-ce si terrible de vouloir améliorer les choses? Victor soupira profondément. Le monde est ce qu'il est, Gabrielle, dur, impitoyable, gouverné par l'argent et le pouvoir. On ne le change pas, on s'y adapte ou on périt. Je ne suis pas d'accord. L'histoire est pleine de personnes qui ont changé leur monde à leur échelle. Et l'histoire est pleine de leurs cadavres, répliqua-t-il sèchement. Je ne veux pas te voir finir comme ta mère. Cette allusion récurrente à la fin tragique de sa mère troublait profondément Gabrielle. Que s'était-il réellement passé? Sa mère avait-elle découvert les mêmes vérités qu'elle? Avait-elle tenté d'agir? Après cette confrontation, la surveillance de Victor se fit plus étroite. Il demanda à son assistante de suivre les déplacements de Gabrielle au sein de l'entreprise. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les employés. Certains disaient que Gabrielle était en conflit avec son père, d'autres qu'elle préparait une révolution interne. Les avis étaient partagés, mais de plus en plus de personnes lui faisaient secrètement confiance, voyant en elle un espoir de changement. Un soir, alors qu'elle quittait discrètement le bureau de Sophie Leblanc, Gabrielle remarqua une voiture noire qui semblait la suivre. Elle changea plusieurs fois de direction, emprunta des ruelles détournées, mais le véhicule restait à distance constante. Il ne faisait plus de doute. Elle était surveillée, probablement par un détective privé engagé par son père. Cette découverte, loin de la décourager, renforça sa détermination. Si Victor en était réduit à la faire suivre, c'est qu'il la craignait réellement. Elle décida d'accélérer la mise en œuvre de son plan. Avec l'aide de Sophie, elle commença à contacter discrètement certains membres du conseil d'administration des industries Moreau, non pas les amis fidèles de son père, mais ceux qui avaient parfois exprimé des réticences face à ses méthodes les plus agressives. Parmi eux, Étienne Vasseur, un vieil associé de son grand-père qui possédait encore 8% des parts de l'entreprise. La rencontre avec Vasseur eut lieu dans sa résidence de Neuilly, une demeure ancienne aux murs couverts de livres et de tableaux. L'homme, bien que diminué physiquement par l'âge, conservait un esprit vif et un regard perçant. « J'ai toujours su que vous étiez différente, Gabrielle, » dit-il après avoir écouté son exposé détaillé des pratiques problématiques de l'entreprise. « Votre mère l'était aussi. Vous connaissiez bien ma mère. Assez pour savoir qu'elle détestait ce que votre père faisait de l'entreprise. Elle avait commencé à réunir des preuves, elle aussi. Mais à l'époque, les temps étaient différents. Les femmes avaient encore plus de mal à se faire entendre dans les conseils d'administration. Que s'est-il passé? Sa maladie... » Vasseur détourna le regard. « Je n'ai jamais vraiment cru à cette histoire de maladie soudaine. Hélène était en parfaite santé jusqu'à ce qu'elle menace Victor de rendre publiques certaines informations. Puis elle est tombée malade, très rapidement. » Gabrielle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Vous suggérez que mon père aurait... » « Je ne suggère rien, ma chère.
Je n'ai aucune preuve, juste le sentiment troublant que l'histoire pourrait se répéter avec vous. » Il lui prit la main. « Soyez extrêmement prudente. Victor est un homme dangereux quand il se sent menacé. » Ces révélations bouleversèrent Gabrielle. Si son père était capable d'aller jusqu'à provoquer la mort de sa propre épouse pour protéger ses secrets, jusqu'où irait-il pour l'arrêter? Elle? Pourtant, malgré cette peur nouvelle, elle ne pouvait pas reculer. Trop de personnes comptaient sur elle maintenant. Des visages, des noms, des histoires de vie brisées qui lui revenaient chaque fois qu'elle doutait. Madame Rousseau, la cuisinière fidèle jetée comme un objet usagé. Mademoiselle Leroy, l'assistante comptable enceinte menacée de licenciement. Ce père ouvrier qui avait perdu son emploi pour avoir veillé sur sa fille malade. Une confrontation directe avec son père semblait désormais inévitable. Mais Gabrielle savait qu'elle devait être parfaitement préparée pour l'affronter. Elle continua donc son travail d'investigation, rassemblant méthodiquement preuves et témoignages, tout en cherchant des alliés au sein même de l'entreprise. Parmi ses alliés potentiels se trouvait Nicolas Ferrand, le jeune directeur du département innovation, récemment recruté par Victor lui-même. Contrairement à la plupart des cadres supérieurs, Nicolas n'était pas issu de la même moule élitiste. Fils d'un petit entrepreneur de province, il avait gravi les échelons grâce à son intelligence et son travail acharné. Victor l'avait embauché pour ses idées novatrices, mais ignorait que Nicolas cultivait en secret des valeurs humanistes en contradiction totale avec la philosophie des industries Moreau. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'une présentation de projet, où Gabrielle avait été frappée par l'insistance de Nicolas à mentionner l'impact social et environnemental des innovations qu'il proposait. Victor avait balayé ces considérations d'un revers de main, mais Gabrielle y avait vu un signe. Elle l'invita à déjeuner sous prétexte de mieux comprendre son département. Dans un petit restaurant italien du Marais, loin des lieux habituellement fréquentés par les cadres de l'entreprise, elle se risqua à aborder ses véritables préoccupations. « Monsieur Ferrand, »« Nicolas, je vous en prie. Nicolas, que pensez-vous réellement de la façon dont mon père dirige l'entreprise ?» Il la regarda longuement, évaluant visiblement le risque de répondre sincèrement à la fille du patron. « Pourquoi me posez-vous cette question ? Parce que j'ai remarqué que vous êtes différent. Vous vous souciez réellement des gens, pas seulement des profits. » Un sourire triste apparut sur le visage de Nicolas. « C'est ce qui finira par me faire renvoyer, j'imagine. »« Pas si je peux l'empêcher, » répondit Gabrielle avec une intensité qui le surprit. Durant les 2 heures qui suivirent, ils partagèrent leurs observations et leurs espoirs pour l'avenir des industries Moreau. Nicolas lui révéla que de nombreux jeunes talents quittèrent l'entreprise, dégoûtés par ses pratiques, et que la réputation du groupe commençait à souffrir dans les cercles professionnels les plus progressistes. « J'ai pris ce poste en espérant pouvoir changer les choses de l'intérieur, » confia-t-il. « Mais votre père est imperméable à toute considération qui n'est pas financière. »« Et si les choses changeaient ?» demanda Gabrielle. « Si l'entreprise prenait une nouvelle direction, une direction plus éthique, plus humaine, tout en restant performante économiquement ? Ce serait merveilleux. Mais comment ? J'ai un plan, mais j'ai besoin d'alliés. » À partir de ce jour, Nicolas devint l'un de ses plus précieux soutiens au sein de l'entreprise. Grâce à sa position, il avait accès à des informations que même Gabrielle ne pouvait obtenir. Il commença discrètement à identifier d'autres employés partageant leurs valeurs, créant petit à petit un réseau invisible de résistance interne. Pendant ce temps, le dossier constitué avec Sophie Leblanc s'étoffait. Aux témoignages s'ajoutaient maintenant des documents comptables, prouvant des irrégularités, des emails compromettants, des rapports de sécurité falsifiés. Un tableau accablant des pratiques des industries Moreau se dessinait, justifiant largement une intervention. Mais quelle forme cette intervention devait-elle prendre ? Un scandale médiatique détruirait l'entreprise et, avec elle, les emplois de centaines de personnes innocentes. Une bataille juridique serait longue et incertaine face aux armées d'avocats que Victor pourrait mobiliser. Non, Gabrielle avait une autre idée,
une idée audacieuse, risquée, mais qui pourrait transformer l'entreprise sans la détruire. Un soir de juin, alors qu'elle rentrait d'une longue journée de travail, Gabrielle trouva son père l'attendant dans le grand salon. À ses côtés se tenait Bernard Lambert, le directeur financier, l'air grave et mal à l'aise. « Bonsoir, père, dit-elle calmement, déposant son sac sur une console Louis XV. « Bernard vient de m'apprendre quelque chose de très intéressant, » commença Victor, sa voix dangereusement calme. « Il paraît que tu as demandé un audit spécial des comptes liés à nos sous-traitants. Puis-je savoir pourquoi ?» Gabrielle savait que ce moment arriverait tôt ou tard, le moment où la dissimulation ne serait plus possible. Parce que j'ai des raisons de croire que certains de ces contrats cachent des pratiques illégales. Les six pètent à ses sopes. Yeux de Victor s'étrécirent. Tu m'espionnes maintenant? Non, père, j'essaie de comprendre comment fonctionne réellement l'entreprise que je suis censé diriger un jour. Victor fit un geste impatient vers Bernard. Laissez-nous. Le directeur financier quitta la pièce avec un évident soulagement, fermant doucement la porte derrière lui. Tu me déçois profondément, Gabrielle, reprit Victor une fois seul. J'ai fait des erreurs avec toi. J'ai été trop indulgent, trop sentimental. J'ai cru que tu comprendrais naturellement ce qui doit être fait pour maintenir notre position. Ce qui doit être fait, exploiter des gens vulnérables, contourner les lois, mettre en danger la santé des travailleurs. Ne sois pas si dramatique. Ce sont les règles du jeu. Tout le monde les suit. Non, père. Ce sont vos règles. Et elles sont inacceptables. Victor s'approcha d'elle, le visage durci par la colère. Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Me dénoncer? Détruire l'œuvre de ma vie? L'héritage de ton grand-père? Gabrielle ne recula pas. Je compte sauver l'entreprise de vous-même. La transformer en quelque chose dont nous pourrons tous être fiers. Un rire amer échappa à Victor. Tu es bien naïve si tu crois pouvoir changer quoi que ce soit. Le conseil d'administration m'est entièrement dévoué. Tu n'es qu'une petite fille jouant à la révolutionnaire. Nous verrons, répondit-elle simplement. Le regard de Victor devint glacial. Je te donne une dernière chance, Gabrielle. Arrête immédiatement ces investigations ridicules, reviens dans le rang, et je pourrai oublier cet égarement temporaire. Et si je refuse? Alors tu n'es plus ma fille. Plus d'héritage, plus de nom, plus de maison. Tu seras seule face à un monde que tu comprends mal. Ces mots étaient exactement ceux que Gabrielle attendait. La menace ultime, celle que son père pensait irrésistible. Comment pourrait-elle renoncer à tous ses privilèges, à sa fortune, à sa sécurité? Je préférerais être seule avec ma conscience que riche avec vos remords, père. Le visage de Victor se décomposa sous l'effet de la surprise, puis de la rage. « Sors d'ici, tu as jusqu'à demain pour quitter cette maison. »« Avec plaisir, » répondit-elle avec un calme qui dissimulait la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. Cette nuit-là, Gabrielle fit ses bagages. Pas beaucoup, quelques vêtements, des photos de sa mère, des livres auxquels elle tenait. Le reste, les robes de créateurs, les bijoux, les objets de luxe, appartenaient à un monde qu'elle quittait volontairement. Avant de partir, elle s'arrêta devant le portrait de sa mère qui ornait le petit salon. Hélène Moreau avait été une femme d'une grande beauté, mais ce qui frappait le plus dans ce tableau, c'était son regard, doux mais déterminé, comme si elle voyait au-delà des apparences. « J'espère que tu serais fière de moi, maman, » murmura Gabrielle. À l'aube, elle quitta la demeure familiale sans se retourner. Sophie Leblanc lui avait proposé de l'héberger temporairement, le temps qu'elle trouve un appartement. C'était une solution provisoire, mais Gabrielle avait d'autres préoccupations plus urgentes que son logement. Car contrairement à ce que croyait son père, son départ de la maison familiale n'était pas une défaite. C'était la première étape de son plan. Le lendemain de son départ, les industries Moreau connurent un bouleversement sans précédent. Dès l'ouverture des bureaux, une réunion extraordinaire du conseil d'administration fut convoquée à la demande d'Étienne Vasseur et de 3 autres membres, représentant ensemble près de 25% des parts de l'entreprise. À la surprise générale et à la fureur de Victor, Gabrielle fut invitée à s'exprimer devant ce conseil.
Vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, elle entra dans la salle de réunion avec une assurance qui impressionna même les plus fidèles alliés de son père. « Messieurs, commença-t-elle, je suis devant vous aujourd'hui non pas comme l'héritière des industries Moreau, mais comme une lanceuse d'alerte. Ce que je vais vous présenter va probablement vous choquer, vous mettre en colère, peut-être même vous effrayer. Mais je vous demande d'écouter jusqu'au bout, car l'avenir même de cette entreprise est en jeu. » Pendant 2 heures, assistée de Sophie Leblanc, Gabrielle présenta méthodiquement les preuves qu'elle avait rassemblées. Violation des normes de sécurité, contournement du droit du travail via des sous-traitants douteux, pression psychologique sur les employés, dissimulation d'accidents industriels, falsification de rapports environnementaux, le tableau était accablant. « Comment oses-tu » explosa finalement Victor, incapable de se contenir plus longtemps. « Tu trahis ta famille, ton nom. »« Je protège l'entreprise, père », répliqua calmement Gabrielle. Car si ces informations venaient à être rendues publiques, ce serait la fin des industries Moreau. Amende massive, procès interminable, effondrement de la valeur boursière, boycott des clients. Voulez-vous vraiment prendre ce risque ? Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. « Et que proposes-tu exactement ?» demanda finalement Vasseur, bien qu'ils connaissent déjà la réponse. « Une transformation complète de notre modèle d'affaires. Réintégration des activités sous-traitées, amélioration des conditions de travail, mise en conformité totale avec les normes environnementales, création d'une fondation d'entreprise pour réparer les torts causés. » « De la folie, coupa Victor, cela nous coûterait des millions. » « À court terme, oui, admit Gabrielle, mais à long terme, cela nous permettra d'attirer les meilleurs talents, de fidéliser nos employés, d'améliorer notre image auprès des consommateurs de plus en plus soucieux d'éthique. Sans parler de l'évitement des risques juridiques et réputationnels. » Elle se tourna vers les membres du conseil. « J'ai préparé un plan de transition détaillé sur 5 ans, avec projection financière réaliste. Les 3 premières années seront difficiles, je ne le nie pas. Mais dès la 4e année, nous retrouverons une rentabilité comparable, avec un modèle infiniment plus durable. » Les heures qui suivirent furent intenses. Des questions techniques, des objections, des doutes furent exprimés. Mais petit à petit, face à la solidité du dossier présenté par Gabrielle et au risque évident que représentait le statu quo, une majorité commença à se dessiner en faveur de son plan. Et puis, un événement inattendu accéléra les choses. En milieu d'après-midi, alors que le débat se poursuivait, Nicolas Ferrand fit irruption dans la salle, le visage grave. « Monsieur Moreau », dit-il en s'adressant directement à Victor, « il y a eu un accident à l'usine de Poissy, un ouvrier est gravement blessé, exactement sur la ligne de production dont mademoiselle Moreau avait signalé les problèmes de sécurité. » Le teint de Victor vira au gris. Quelle est la gravité? L'homme a perdu un bras, il est père de 3 enfants, et les médias sont déjà sur place. Cette nouvelle agit comme un catalyseur. Face au risque imminent d'un scandale public, même les administrateurs les plus hésitants se rangèrent du côté de Gabrielle. À 17h30, par un vote de 8 voix contre 4, le conseil d'administration approuva son plan de transformation et, coup de théâtre final, la nomma directrice générale adjointe, avec mandat spécial pour mettre en œuvre les réformes proposées. Victor, livide de rage, quitta la salle sans un mot. Gabrielle savait que la bataille ne faisait que commencer. Son père ne renoncerait pas si facilement au pouvoir, mais elle avait franchi une étape cruciale. Que va-t-il se passer maintenant? Victor acceptera-t-il sa défaite ou va-t-il contre-attaquer? La suite dans le prochain chapitre. Les jours qui suivirent cette victoire au conseil d'administration furent parmi les plus intenses de la vie de Gabrielle. Installée dans un petit appartement qu'elle avait loué dans le 11e arrondissement, loin du luxe auquel elle était habituée, elle se levait chaque jour à l'aube pour se préparer à affronter les défis qui l'attendaient. Car les résistances étaient nombreuses.
Si le conseil d'administration avait approuvé son plan de transformation, sa mise en œuvre concrète se heurtait à des obstacles quotidiens. Les cadres fidèles à Victor pratiquaient une forme passive de sabotage, retard dans la transmission des informations, oubli de l'inviter à des réunions stratégiques, remise en question constante de ses décisions. Victor lui-même avait adopté une stratégie d'évitement. Il continuait d'occuper son bureau de président, mais réduisait au minimum ses interactions avec sa fille, se contentant de communications écrites formelles et glaciales. Cette situation créait une atmosphère délétère au sein de la direction, les employés ne sachant plus exactement à qui ils devaient rendre des comptes. Malgré ces difficultés, Gabriel avançait méthodiquement. Sa première décision majeure fut de créer un comité d'éthique et de transformation, composé de personnes issues de tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Elle y intégra notamment Maria Sanchez, la femme de ménage qui lui avait parlé des conditions de travail des sous-traitants, et Jean Mercier, l'ingénieur licencié qu'elle avait fait réintégrer. Ce geste symbolique envoya un message fort. Désormais, la parole de chaque employé comptait, quel que soit son statut. Sa deuxième action d'envergure concerna l'usine de Poissy, où l'accident récent avait révélé l'urgence d'une intervention. Elle s'y rendit personnellement, accompagnée de Nicolas Ferrand et d'une équipe d'experts en sécurité industrielle. Pendant 3 jours, ils auditèrent l'ensemble des installations, identifiant plus de 20 points critiques nécessitant des travaux immédiats. « Cela va coûter près de 2 millions d'euros », lui fit remarquer le directeur du site, un homme proche de la retraite qui avait toujours exécuté sans broncher les directives d'austérité de Victor. « Et combien coûte une vie humaine, monsieur Dupont ?» répliqua Gabriel. « Combien coûte un bras arraché, une famille détruite ?» Les travaux commencèrent dès la semaine suivante, sous la supervision directe de Nicolas. Parallèlement, Gabriel rendit visite à l'ouvrier blessé hospitalisé à Paris. Ahmed Ben Ali, 42 ans, travaillait depuis 15 ans pour les industries Moreau. Sa rencontre avec la fille du grand patron dans sa chambre d'hôpital créa un petit événement que les médias locaux ne manquèrent pas de relayer. « Je suis sincèrement désolé pour ce qui vous est arrivé, monsieur Ben Ali, » dit Gabriel, en lui prenant doucement la main valide. « Rien ne pourra vous rendre votre bras, mais je vous promets que l'entreprise prendra soin de vous et de votre famille. » L'homme la regarda avec étonnement. Il s'était préparé à une bataille juridique, pas à des excuses et à de la compassion. « Vous n'êtes pas comme votre père, » finit-il par dire. « Non, je ne le suis pas, » confirma-t-elle avec un sourire triste. Dans les jours qui suivirent, elle mit en place un programme de soutien pour Ben Ali, maintien intégral de son salaire. Pendant sa convalescence, financement d'une prothèse de dernière génération, promesse d'un poste adapté à son retour, aide psychologique pour lui et sa famille. Ces mesures, bien au-delà des obligations légales de l'entreprise, eurent un effet considérable sur le moral des troupes. Pour la première fois depuis des années, une lueur d'espoir illuminait le regard des employés des industries Moreau. Mais la transformation la plus complexe concernait les sous-traitants. Des dizaines de petites entreprises dépendaient entièrement des contrats avec le groupe Moreau, souvent dans des conditions économiques si contraignantes qu'elles étaient forcées de maltraiter leurs propres employés pour survivre. Plutôt que de simplement rompre ces contrats, ce qui aurait mis au chômage des centaines de personnes, Gabriel opta pour une approche plus constructive, renégociation progressive des accords avec garantie sociale minimale, accompagnement vers des pratiques plus éthiques et, dans certains cas, proposition d'intégration directe au sein du groupe. Cette approche nuancée lui valut le respect de nombreux observateurs économiques, y compris certains qui avaient initialement critiqué son idéalisme naïf. Un article élogieux paru dans les Échos contribua à renforcer sa légitimité auprès des parties prenantes externes, clients, fournisseurs, banquiers, actionnaires minoritaires. Cependant, alors que les premières réussites commençaient à se concrétiser, l'opposition de Victor se fit plus directe et dangereuse. Un matin, en arrivant à son bureau, Gabriel trouva Sophie Leblanc qui l'attendait, le visage sombre.
Votre père a engagé une armée d'avocats, annonça l'avocate sans préambule. Il conteste la légalité de votre nomination comme directrice, générale adjointe, et demande votre révocation immédiate pour action préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. Gabrielle accusa le coup. Elle s'attendait à une contre-attaque, mais pas si rapidement. Sur quelle base, exactement? Il prétend que vous avez manipulé le conseil d'administration en présentant des informations tronquées et mensongères. Il affirme également que vos réformes précipitées mettent en péril la viabilité économique du groupe. Gabrielle ferma brièvement les yeux, cherchant à contrôler sa respiration. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une bataille juridique longue et sale. Il va tenter de geler toutes vos initiatives en attendant le jugement du tribunal de commerce. Cela pourrait prendre des mois, voire des années. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Les réformes sont urgentes, des vies sont en jeu. Sophie hocha la tête. Je sais, c'est pourquoi nous devons contre-attaquer immédiatement sur son propre terrain. Un plan se dessina rapidement. Si Victor voulait jouer avec les règles de la gouvernance d'entreprise, Gabrielle devait aller plus loin encore dans cette direction. Avec l'aide de Sophie et d'Étienne Vasseur, elle commença à préparer une solution radicale, convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour modifier les statuts de l'entreprise et limiter formellement les pouvoirs du président. Mais pour cela, elle avait besoin de soutien bien au-delà du conseil d'administration. Elle devait convaincre les actionnaires minoritaires, institutionnels et individuels, qui détenaient collectivement près de 40% du capital. C'est ainsi que commença une intense campagne de lobbying. Gabrielle rencontra personnellement des dizaines d'investisseurs, leur présentant à la fois les risques juridiques et réputationnels liés aux pratiques actuelles et les opportunités de croissance durable offertes par son plan de transformation. Nicolas Ferrand jouait un rôle clé dans cette stratégie. Grâce à ses compétences techniques et son charisme naturel, il parvenait à traduire la vision éthique de Gabrielle en arguments économiques convaincants. Ensemble, ils formaient un duo redoutable qui gagnait peu à peu du terrain auprès des investisseurs les plus influents. Victor, de son côté, ne restait pas inactif. Il multipliait les contacts avec ses alliés traditionnels, banquiers, politiques, grands patrons. Il tentait également de reprendre le contrôle du récit médiatique, organisant des interviews où il présentait sa fille comme une idéaliste manipulée par des forces externes cherchant à affaiblir l'industrie française. Ces attaques personnelles blessaient Gabrielle plus qu'elle ne voulait l'admettre. Malgré tout ce qu'elle avait découvert, Victor restait son père et une part d'elle-même espérait encore une réconciliation. Mais elle savait que cet espoir était vain tant que les pratiques inhumaines de l'entreprise ne changeraient pas. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans son bureau, elle reçut une visite inattendue. Bernard Lambert, le directeur financier qui avait toujours été l'un des plus fidèles lieutenants de son père, se présenta à sa porte, l'air visiblement mal à l'aise. « Mademoiselle Moreau, puis-je vous parler en privé ?» Surprise, Gabrielle l'invita à entrer et ferma soigneusement la porte derrière lui. « Je ne devrais pas être ici, » commença Lambert, le regard fuyant. « Votre père me ferait licencier sur le champ s'il l'apprenait. » « Pourquoi prendre ce risque alors ?» Il hésita un long moment avant de répondre. « Parce que j'ai une fille à peu près de votre âge, et que je voudrais qu'elle soit aussi courageuse que vous si elle faisait face à une situation similaire. » Ces paroles touchèrent Gabrielle. Lambert n'était pas un monstre, simplement un homme qui avait choisi trop, longtemps la sécurité plutôt que ses principes. « Comment puis-je vous aider, monsieur Lambert ? C'est plutôt moi qui peux vous aider, » répondit-il en sortant une clé USB de sa poche. « Votre père prépare quelque chose de grave. » « Quoi donc ? » « Il a créé une structure offshore qui pourrait lui permettre de vider les caisses de l'entreprise et de la laisser au bord de la faillite. Si cela arrivait, toutes vos réformes s'effondreraient et des centaines d'emplois seraient menacés. » Gabrielle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine.
Son père était-il vraiment prêt à détruire sa propre entreprise plutôt que de l'avoir transformée? Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Lambert soupira profondément. J'ai ferté les yeux sur beaucoup de choses au fil des années. Trop de choses. Mais là, c'est différent. C'est criminel. Cette nuit-là, Gabriel ne dormit pas. Les informations fournies par Lambert étaient accablantes. Montage financier complexe, compte secret aux Caïmans, projet de transfert massif d'actifs. Victor avait visiblement anticipé sa possible défaite et préparé une stratégie de terre brûlée. À l'aube, elle appela Sophie Leblanc. « Nous n'avons plus le temps d'attendre l'Assemblée générale, » lui dit-elle. « Il faut agir maintenant. » Avec l'accord de l'avocate, elle convoqua d'urgence une réunion extraordinaire du conseil d'administration invoquant un risque imminent pour la pérennité de l'entreprise. La réunion fut fixée au lendemain matin, 9 heures. Lorsque Victor entra dans la salle de conseil, il fut surpris de voir non seulement les administrateurs au complet, mais également 2 commissaires aux comptes, un représentant du comité d'entreprise et même un officier de police judiciaire spécialisé dans les délits financiers. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, la voix tendue par la colère contenue. Gabriel se leva, le visage grave mais déterminé. « Père, nous avons découvert vos projets concernant les structures offshore et les transferts d'actifs prévus vers les Caïmans. » Victor pâlit légèrement, mais se reprit rapidement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelle preuve as-tu de ces accusations ridicules ?» Sans un mot, Gabriel fit un signe à Nicolas qui projeta sur le grand écran de la salle les documents fournis par Lambert. « Vous reconnaissez votre signature sur ces documents, monsieur Moreau ?» demanda l'officier de police. Victor haussa les épaules avec une arrogance feinte. « Ces documents ne prouvent rien, des projets d'optimisation fiscale parfaitement légaux. Toutes les grandes entreprises en font. » « Optimisation fiscale ?» intervint l'un des commissaires. « Au compte. Monsieur Moreau, il s'agit clairement de préparatifs pour une dissimulation d'actifs et un abus de biens sociaux. La différence est substantielle, y compris sur le plan pénal. » Le visage de Victor se durcit. Son regard passa de Gabriel aux autres membres du conseil, cherchant visiblement des alliés, mais ne trouvant que des expressions graves ou embarrassées. Même ses plus fidèles soutiens semblaient maintenant l'abandonner face à l'évidence des preuves présentées. « Qui vous a donné ces documents ?» demanda-t-il finalement, la voix tremblante de colère. « Cela n'a pas d'importance, » répondit Gabriel. « Ce qui compte, c'est que nous ayons pu intervenir avant que l'irréparable ne soit commis. » Un silence pesant s'installa dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers Victor, attendant sa réaction. L'homme semblait soudain vieilli, diminué, comme si le masque de puissance qu'il avait porté pendant des décennies venait de se fissurer irrémédiablement. « Qu'est-ce que tu veux, Gabriel ?» demanda-t-il finalement. « Me voir en prison? Détruire mon nom, ta propre famille ?» Gabriel s'approcha de son père, s'arrêtant juste devant lui pour le regarder droit dans les yeux. « Je veux sauver l'entreprise, père. La vôtre, celle de grand-père. Je veux qu'elle devienne quelque chose dont nous pourrons tous être fiers. Une entreprise qui crée de la richesse sans créer de la souffrance. Est-ce vraiment si difficile à comprendre ?» Pour la première fois, une lueur de doute traversa le regard de Victor. Non pas le doute sur sa propre conduite. Il était trop ancré dans ses convictions pour cela, mais un doute sur sa fille. Peut-être n'était-elle pas simplement l'idéaliste naïve qu'il avait cru, mais quelqu'un de plus complexe, de plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Le conseil d'administration vota ce jour-là une résolution exceptionnelle. Victor Moreau fut suspendu de ses fonctions de président en attendant une enquête approfondie sur les irrégularités financières découvertes. Étienne Vasseur fut nommé président par intérim et Gabrielle confirmé dans son rôle de directrice générale avec des pouvoirs élargis pour poursuivre ses réformes. En quittant la salle, Victor s'arrêta brièvement à côté de sa fille. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, » murmura-t-il. « Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. »« Je sais exactement à qui je m'attaque, père, » répondit-elle calmement.
Et je suis prête. Ces paroles résonnèrent comme un point final à une relation qui n'avait jamais vraiment existé, du moins pas telle que Gabriel l'aurait souhaité. Cette confrontation marquait l'aboutissement de mois de tension, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour les industries Moreau. Les jours qui suivirent furent intenses. L'enquête sur les malversations de Victor progressait rapidement, révélant des pratiques problématiques remontant à plusieurs années. Parallèlement, Gabriel accélérait la mise en œuvre de son plan de transformation. Sa première décision symbolique fut de renommer la salle du conseil d'administration, jusqu'alors baptisée Salle Victor Moreau, en Salle Hélène Moreau, en hommage à sa mère. Ce geste apparemment anodin envoyait un message clair. Une page était définitivement tournée. Sa deuxième action d'envergure fut d'annoncer publiquement la création d'un fonds de compensation pour les anciens employés victimes de licenciements abusifs ou d'accidents du travail dissimulés. Des dizaines de cas furent rapidement identifiés, dont celui de la fidèle Madame Rousseau, que Gabriel fit personnellement rechercher. La cuisinière fut retrouvée dans un petit appartement vétuste de Montmartre, survivant difficilement grâce à quelques heures de ménage chez des particuliers. Quand Gabriel frappa à sa porte et lui proposa non seulement une indemnisation, mais également son ancien poste, si elle le souhaitait, la vieille dame fondit en larmes. « Je savais que vous étiez différente, mademoiselle Gabrielle, » dit-elle, en la serrant dans ses bras. « Vous avez le cœur de votre mère et maintenant vous avez aussi son courage. » Ces paroles touchèrent Gabrielle plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le souvenir de sa mère, longtemps tenu à distance par les récits édulcorés de son père, prenait progressivement une substance nouvelle à travers les témoignages de ceux qui l'avaient réellement connue. Pendant ce temps, les réformes structurelles suivaient leur cours. Avec l'aide de Nicolas Ferrand, dont l'expertise technique et la vision humaniste se révélaient complémentaires de ses propres compétences, Gabriel repensait l'organisation du groupe. Les lignes hiérarchiques furent simplifiées, les processus de décision décentralisés, et surtout, un nouveau système de rémunération fut mis en place, réduisant considérablement l'écart entre les plus hauts et les plus bas salaires. Ces changements ne faisaient pas l'unanimité. Certains cadres supérieurs, habitués à des bonus exorbitants, quittèrent l'entreprise. D'autres, en revanche, découvraient une nouvelle motivation dans ce projet collectif porteur de sens. Un soir, alors qu'elle travaillait tard à son bureau, Gabriel reçut la visite de Nicolas. « Les travaux de sécurisation de l'usine de Poissy sont terminés », annonça-t-il en déposant un rapport sur son bureau. Avec 2 semaines d'avance sur le planning et légèrement en dessous du budget. « C'est une excellente nouvelle », répondit Gabriel avec un sourire fatigué. Nicolas l'observa un instant. « Vous semblez épuisé. Ce n'est rien. Juste beaucoup de choses à gérer simultanément. Vous ne pouvez pas tout porter seul, Gabriel. Vous avez une équipe maintenant, des gens qui croient en votre vision. » Elle acquiesça doucement. « Je sais, c'est juste que... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Parfois, je me demande si je fais vraiment la différence, si tout cela en vaut la peine. » Nicolas s'assit face à elle. « Puis-je vous raconter quelque chose ? Hier, j'ai déjeuné à la cantine de Poissy. Un ouvrier m'a abordé, un homme d'une 50aine d'années qui travaille là depuis plus de 20 ans. Il m'a dit que pour la première fois depuis qu'il est dans cette entreprise, il n'a plus peur de venir au travail le matin. Plus peur d'être blessé, plus peur d'être humilié, plus peur d'être licencié sur un coup de tête. Il m'a dit que grâce à vous, il avait retrouvé sa dignité. » Les yeux de Gabriel s'embuèrent de larmes qu'elle tenta maladroitement de dissimuler. Cette simple anecdote, plus que tous les rapports financiers ou articles de presse, lui confirmait qu'elle était sur la bonne voie. « Merci, Nicolas, » murmura-t-elle, « pour cela et pour tout le reste. Je ne sais pas si j'aurais pu faire tout cela sans votre soutien. » Un moment de complicité silencieuse s'installa entre eux, chargé de non-dits. Leur relation professionnelle s'était progressivement transformée en amitié profonde, peut-être même en quelque chose de plus, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore osé franchir cette frontière. « Rentrez vous reposer »,
finit par dire Nicolas en se levant. Demain est un autre jour de combat. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau, Gabriel l'interpella soudain. Nicolas, avez-vous déjà regretté de vous être engagé dans cette aventure? Il se retourna, un sourire tranquille aux lèvres. Pas une seule seconde. Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse, un rappel que malgré les obstacles et les sacrifices, certains chemins valent la peine d'être parcourus simplement parce qu'ils sont justes. Que va-t-il advenir de Victor? Gabrielle réussira-t-elle à transformer durablement l'entreprise malgré les résistances? La relation naissante entre elle et Nicolas évoluera-t-elle vers quelque chose de plus profond? La suite dans le prochain chapitre. 3 mois s'étaient écoulés depuis la suspension de Victor Moreau. L'enquête financière avait révélé l'étendue de ses malversations bien au-delà des premières découvertes. Des comptes dissimulés dans divers paradis fiscaux, des pots de vin versés à des fonctionnaires pour obtenir des marchés publics, des pressions exercées sur des fournisseurs, l'image d'un système profondément corrompu se dessinait peu à peu. Malgré la gravité des faits, Gabrielle hésitait encore sur la marche à suivre. Devait-elle porter plainte contre son propre père, risquant ainsi de le voir finir ses jours en prison, ou privilégier une résolution plus discrète qui préserverait ce qui restait de l'honneur familial, tout en garantissant qu'il ne puisse plus nuire? Cette question la tourmentait jour et nuit. Pour y voir plus clair, elle décida de consulter la seule personne qui avait connu son père aussi longtemps qu'elle. Étienne Vasseur, l'ancien ami de son grand-père devenu président par intérim des industries Moreau. Elle le rencontra dans son appartement du 7e arrondissement, une demeure ancienne aux murs couverts de livres et de souvenirs d'une longue vie d'entrepreneur. À 78 ans, Vasseur conservait une lucidité remarquable et un sens aigu de l'éthique qui avait fait de lui un allié précieux dans cette période troublée. « Que feriez-vous à ma place, Étienne ?» demanda Gabrielle après lui avoir exposé son dilemme. Le vieil homme réfléchit longuement avant de répondre. « Tu sais, j'ai connu ton père quand il n'était qu'un jeune homme plein d'ambition. Il n'a pas toujours été comme tu l'as connu. La mort de ta mère l'a profondément changé. Comment était-il avant? Exigeant, certes, mais pas cruel, pas impitoyable comme il l'est devenu ensuite. » Vasseur hésita, comme s'il pesait le poids des secrets qu'il s'apprêtait à révéler. Ta mère était sa conscience, en quelque sorte. Elle tempérait ses ardeurs, lui rappelait les valeurs humaines quand il s'en éloignait trop. Que s'est-il vraiment passé, Étienne? Comment est-elle morte? Un lourd silence s'installa. Vasseur se leva péniblement et s'approcha d'une vieille commode d'où il sortit une enveloppe jaunie par le temps. Ta mère m'a remis ceci peu avant sa mort. Elle m'a fait promettre de te le donner quand tu serais prête à comprendre. Gabrielle prit l'enveloppe d'une main tremblante. Prête à comprendre quoi? Que certaines vérités sont plus lourdes à porter que l'ignorance. Dans la solitude de son appartement, Gabrielle ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une lettre manuscrite datée de quelques jours avant la mort officielle d'Hélène Moreau, ainsi que des photocopies de documents financiers annotés de sa main. La lettre commençait ainsi. « Ma chère Gabrielle, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te raconter moi-même cette histoire. J'espère que l'homme qui t'a remis cette lettre, Étienne, aura jugé que tu étais prête à connaître la vérité sur notre famille, sur ton père et sur moi-même. Ce que tu dois savoir avant tout, c'est que j'ai aimé profondément ton père, l'homme qu'il était quand nous nous sommes rencontrés, brillant, passionné, visionnaire. Mais au fil des années, j'ai vu l'ambition le transformer, l'argent le corrompre, le pouvoir l'enivrer. J'ai essayé de le ramener vers nos valeurs communes, en vain. Quand j'ai découvert l'ampleur de ces malversations, j'ai d'abord tenté de le raisonner, puis je l'ai menacé de tout révéler s'il ne changeait pas de voie. C'était une erreur. Victor ne supporte pas qu'on s'oppose à lui, encore moins qu'on le menace. Lorsque tu liras ceci, la version officielle de ma mort sera probablement une longue maladie. La vérité est tout autre. Je sais que ton père a engagé quelqu'un pour me faire taire définitivement. Je n'ai pas de preuves formelles, mais les indices sont là, dans les documents joints. Ma chère fille, je ne te révèle pas cela pour
que tu haïsses ton père, mais pour que tu comprennes les ténèbres qui peuvent habiter même ceux que nous aimons, et surtout, pour que tu puisses faire les choix que je n'ai pas eu le courage ou la force de faire. Quels que soient tes choix, sache que je t'aime infiniment, ta mère, Hélène. La lettre lui échappa des mains. Gabriel resta immobile, en état de choc, les joues ruisselantes de larmes. Les soupçons qu'elle nourrissait depuis des mois venaient de se transformer en une certitude glaciale. Son père n'était pas simplement un patron sans scrupules, il était potentiellement impliqué dans la mort de sa propre épouse. Cette révélation bouleversait tout. La question n'était plus de savoir comment gérer les malversations financières de Victor, mais comment faire face à un crime bien plus grave. Le lendemain matin, elle annula tous ses rendez-vous et se rendit directement au cabinet de Sophie Leblanc. L'avocate écouta attentivement le récit de Gabriel et examina les documents fournis par Hélène Moreau 15 ans plus tôt. « Ces éléments sont troublants », admit Sophie, « mais probablement insuffisants pour rouvrir une enquête criminelle après tout ce temps. La lettre de votre mère est un témoignage posthume qui serait considéré comme du oui-dire par un tribunal. Les documents financiers suggèrent des irrégularités mais ne prouvent pas un lien direct avec son décès. Alors, il va s'en sortir pour tout, les malversations et le reste ?» Sophie secoua la tête. « Je n'ai pas dit cela. Les délits financiers que nous avons documentés récemment sont parfaitement poursuivables, et ils pourraient servir de base pour approfondir l'enquête sur d'autres aspects. » Gabriel se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les passants dans la rue en contrebas, des vies ordinaires si loin des sombres secrets familiaux qui venaient de lui être révélés. « Je ne cherche pas la vengeance, » dit-elle finalement, « mais la justice, oui, je crois que c'est nécessaire, pour maman, pour tous ceux qui l'a blessée au fil des années. » Elle se retourna vers Sophie, une détermination nouvelle dans le regard. « Faites ce qu'il faut, transmettez les dossiers au procureur. » Cette décision marquait un tournant irréversible. En autorisant les poursuites contre son père, Gabriel coupait définitivement les ponts avec son passé et la loyauté familiale qui, malgré tout, persistait en elle. C'était douloureux, mais nécessaire. Lorsque la nouvelle des poursuites judiciaires contre Victor Moreau fut rendue publique, une onde de choc traversa les milieux d'affaires parisiens. L'homme qui avait longtemps été considéré comme un pilier de l'industrie française se retrouvait soudain au centre d'un scandale retentissant. Pour Gabriel, cette période fut éprouvante. Certains médias, manipulés par les anciens alliés de son père, tentaient de la dépeindre comme une fille ingrate, avide de pouvoir, qui n'hésitait pas à sacrifier sa propre famille pour ses ambitions personnelles. D'autres, au contraire, en faisaient une héroïne moderne, symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs socialement responsables. La vérité, comme souvent, était bien plus complexe. Ce n'était ni par ambition, ni par idéalisme pur que Gabriel avait agi, mais par une profonde conviction que certaines injustices ne pouvaient rester impunies, quelle que soit la douleur personnelle que leur dénonciation impliquait. Au sein de l'entreprise, elle poursuivait méthodiquement les réformes engagées. La confiance des employés, initialement fragile, se renforçait à mesure que les promesses se concrétisaient. Meilleures conditions de travail, salaire plus équitable, management plus humain. Les résultats économiques, après une période difficile, commençaient à montrer des signes encourageants de reprise. Nicolas Ferrand demeurait son allié le plus précieux dans cette transformation. Leur complicité professionnelle s'approfondissait jour après jour, évoluant vers une relation plus personnelle, bien que ni l'un ni l'autre n'ait encore osé franchir formellement cette frontière. Un soir, après une journée particulièrement intense, ils décidèrent de dîner ensemble dans un petit restaurant du Marais. Loin des lieux fréquentés par le monde des affaires, ils pouvaient y parler librement, sans craindre d'être observés ou jugés. « J'ai reçu une proposition intéressante aujourd'hui », mentionna Nicolas, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin rouge. « Le groupe Mercier m'offre le poste de directeur de l'innovation. Double salaire, stock option, équipe plus importante. » Gabriel sentit son cœur se serrer. « Tu vas accepter ?» Nicolas l'observa attentivement. «
Je devrais selon toute logique rationnelle. Mais, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Le sentiment de participer à quelque chose qui a du sens, de travailler avec des personnes qui partagent vos valeurs. Il fit une pause. De côtoyer quelqu'un qui vous inspire chaque jour. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose changea entre eux. Les barrières professionnelles qui les avaient jusqu'alors maintenus à distance semblaient soudain s'effacer. « Je ne veux pas que tu partes, » admit Gabriel doucement. « Je n'en ai pas l'intention, » répondit-il en prenant sa main par-dessus la table. Ce geste simple marquait le début d'une nouvelle dimension dans leur relation. Mais comme toute chose dans la vie de Gabriel, ces derniers mois, ce bonheur naissant allait bientôt être mis à l'épreuve. Le lendemain matin, alors qu'elle arrivait au siège des Industries Moreau, elle fut accueillie par une Sophie Leblanc visiblement préoccupée. « Victor a disparu », annonça l'avocate sans préambule. « Comment ça, disparu ?» Les policiers devaient l'interpeller ce matin à son domicile pour le placer en garde à vue. Mais quand ils sont arrivés, la maison était vide. Ses comptes ont été vidés hier, et son jet privé a décollé dans la nuit, destination inconnue. Cette nouvelle était un coup dur. Non seulement la fuite de Victor compromettait les procédures judiciaires en cours, mais elle risquait également d'être interprétée comme un aveu de culpabilité, renforçant les soupçons concernant la mort d'Hélène Moreau. « Il avait tout prévu », murmura Gabrielle, plus pour elle-même que pour Sophie. « Il a toujours un plan de secours. La police internationale a été alertée, mais... » Sophie laissa sa phrase en suspens, toutes deux sachant qu'avec ses ressources et ses connexions, Victor pourrait facilement disparaître dans un pays sans extradition. Cette fuite représentait un paradoxe troublant pour Gabrielle. D'un côté, elle signifiait que son père échapperait probablement à la justice pour ses crimes. De l'autre, elle marquait sa défaite définitive. En fuyant, Victor abandonnait tout, son entreprise, sa réputation, son pays et symboliquement, sa propre fille. Les jours suivants furent consacrés à gérer les répercussions médiatiques de cet événement. Gabrielle dut s'exprimer publiquement, marchant sur la corde raide entre la condamnation nécessaire des actes de son père et le respect minimal dû à leur lien familial. « Les Industries Moreau sont plus grandes qu'un seul homme », déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. « Nous regrettons profondément les actes qui ont conduit à cette situation, mais nous regardons vers l'avenir. Notre engagement envers une entreprise plus éthique, plus humaine et plus durable reste absolu. » En privé, cependant, les émotions étaient plus complexes. Malgré tout ce qu'elle avait découvert sur Victor, une part d'elle-même, la petite fille qui avait un jour admiré son père, ressentait une forme de chagrin. Non pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour celui qu'il aurait pu être, pour la relation père-fille qu'il n'avait jamais vraiment eue. Un soir, elle se confia à Nicolas, alors qu'il se promenait le long de la Seine. « Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si j'aurais pu gérer les choses différemment. Que veux-tu dire ? Peut-être aurais-je pu le convaincre, de changer plutôt que de l'affronter directement, lui donner une chance de rédemption ?» Nicolas s'arrêta et se tourna vers elle. « Gabrielle, tu lui as donné cette chance. Tu as essayé de lui parler, de le raisonner. C'est lui qui a choisi la confrontation, lui qui a préféré fuir plutôt que d'assumer ses actes. Il avait raison, bien sûr. Elle avait fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire. Mais cela n'effaçait pas la douleur de voir sa famille réduite à des cendres. « Je n'ai plus personne maintenant, » murmura-t-elle, « plus de famille. » Nicolas prit doucement son visage entre ses mains. « Ce n'est pas vrai. Tu as créé une nouvelle famille. Tous ces gens dont tu as changé la vie, qui te respectent et t'admirent. » Et il hésita brièvement. « Tu m'as, moi, si tu le veux. » Mais pour toute réponse, elle l'embrassa, laissant enfin s'exprimer les sentiments qu'ils avaient contenus pendant des mois. Dans ce baiser au bord de la Seine, sous le ciel étoilé de Paris, Gabrielle comprit qu'elle n'était pas seule dans son combat, qu'elle ne l'avait jamais été. Savez-vous ce que ça fait de devoir choisir entre sa famille et ses principes ?
Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi déchirante? Partagez votre expérience dans les commentaires. 1 an s'était écoulé depuis la fuite de Victor. Les industries Moreau, rebaptisées Groupe Hélène en hommage à la mère de Gabriel, avaient connu une transformation remarquable. Les premières difficultés économiques liées aux réformes étaient désormais derrière elle, et l'entreprise commençait à récolter les fruits de sa nouvelle approche. Le taux de turnover des employés avait chuté de 65%, générant des économies substantielles en recrutement et formation. La productivité avait augmenté, portée par un engagement et une motivation renouvelée. Plus surprenant encore pour les observateurs extérieurs, la réputation éthique du groupe attirait désormais des talents de premier plan qui auraient autrefois privilégié des entreprises plus prestigieuses, mais moins vertueuses. Gabrielle, officiellement nommée présidente directrice générale après la démission d'Étienne Vasseur pour raison de santé, incarnait cette transformation. À 25 ans à peine, elle était devenue une figure respectée du monde des affaires français, régulièrement invitée à s'exprimer dans des conférences internationales sur la responsabilité sociale des entreprises. Sa relation avec Nicolas s'était également épanouie. Ils formaient désormais un couple solide, tant dans leur vie professionnelle que personnelle, partageant une vision commune de ce que l'entreprise et la société en général pouvaient devenir. Un matin de printemps, Gabriel reçut une lettre inattendue. L'enveloppe, postée depuis les Caraïbes, ne portait pas d'adresse d'expéditeur, mais elle reconnut immédiatement l'écriture soignée sur le papier. Elle attendit d'être seule pour l'ouvrir, le cœur battant. À l'intérieur, une simple feuille couverte de l'écriture familière de Victor Moreau. Gabriel, j'ai suivi de loin ton parcours. Ce que tu as accompli avec l'entreprise est remarquable, bien que contraire à tout ce que je t'ai enseigné. Peut-être que je me trompais, peut-être que le monde a changé et que je n'ai pas su m'adapter. Je ne reviendrai pas. Ma vie est ailleurs maintenant. Mais je tenais à te dire que malgré nos différends, malgré la façon dont tout cela s'est terminé, je suis fier de toi. Tu as prouvé ta force d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Quant à ta mère, je suppose que tu as découvert certaines choses. Je ne peux pas changer le passé. Je peux seulement vivre avec mes propres démons. Prends soin de... Toi, Victor. Gabriel relut plusieurs fois la lettre, cherchant à décrypter les émotions complexes qu'elle suscitait en elle. Ce n'étaient pas des excuses. Victor était probablement incapable d'une telle humilité. Mais c'était une forme de reconnaissance, et peut-être était-ce le mieux qu'elle pouvait espérer. Elle décida de ne pas chercher à retrouver son père. Cette lettre était moins une invitation au dialogue qu'un adieu définitif. Victor appartenait désormais au passé, tout comme les pratiques qu'il avait incarnées. L'avenir appartenait à une nouvelle génération, à une nouvelle vision de l'entreprise. Quelques jours plus tard, Gabriel convoqua l'ensemble des cadres dirigeants du groupe Hélène pour une annonce importante. Dans la grande salle de conférence autrefois dominée par le portrait sévère de Victor, trônait maintenant une photographie lumineuse d'Hélène Moreau, rappel constant des valeurs qui guidaient désormais l'entreprise. Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre transformation, commença Gabriel. Après avoir consolidé nos réformes internes, il est temps de regarder au-delà de nos murs. De nombreuses entreprises continuent de fonctionner selon l'ancien modèle, celui qui privilégie le profit à court terme au détriment du bien-être humain et de l'impact social. Elle marqua une pause, observant les visages attentifs qui l'entouraient. Beaucoup de ses dirigeants étaient nouveaux, recrutés pour leur adhésion aux valeurs du groupe. D'autres étaient des vétérans qui avaient choisi d'embrasser le changement, parfois après des résistances initiales. Je vous propose de créer une fondation financée par 5% de nos bénéfices annuels. Son objectif sera double: accompagner d'autres entreprises dans leur propre transformation éthique et soutenir directement des initiatives sociales dans les communautés où nous opérons. La proposition fut accueillie par un silence, puis par des applaudissements spontanés. L'idée d'utiliser la réussite du groupe comme levier pour un changement plus large résonnait profondément
avec la nouvelle culture d'entreprise qu'ils avaient collectivement bâtie. Nicolas, qui assistait à la réunion, lui adressa un sourire empli de fierté. Il savait mieux que quiconque combien Gabriel avait dû lutter contre son père, contre le système, parfois contre ses propres doutes, pour arriver à ce moment. La Fondation Hélène pour l'entreprise éthique fut officiellement lancée 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie qui réunit entrepreneurs, politiques, universitaires et représentants de la société civile. L'événement attira une attention médiatique considérable, offrant à Gabriel une plateforme pour partager sa vision d'un capitalisme plus humain. « Le profit n'est pas une fin en soi », déclara-t-elle dans son discours inaugural. « C'est un moyen de créer de la valeur, économique certes, mais aussi sociale, environnementale, humaine. L'entreprise du XXIe siècle ne peut plus se permettre d'ignorer son impact sur le monde qui l'entoure. » Parmi les invités d'honneur figurait Ahmed Ben Ali, l'ouvrier qui avait perdu un bras dans l'accident de l'usine de Poissy. Désormais responsable du comité santé-sécurité du groupe Hélène, Ben Ali incarnait la possibilité d'une seconde chance, d'une reconversion réussie après un accident qui aurait autrefois signifié la fin d'une carrière. Sa présence rappelait à tous les participants le coût humain des anciennes pratiques et l'importance vitale des réformes engagées. À l'issue de la cérémonie, Gabrielle fut approchée par une jeune femme qu'elle ne connaissait pas. Élégante et déterminée, elle se présenta comme Clara Mercier, fille de Jean Mercier, l'ingénieur qui avait été licencié pour avoir alerté sur les problèmes de sécurité. « Mon père aurait été fier de voir ce que vous avez accompli », dit Clara avec émotion. « Il est décédé l'année dernière, mais il parlait souvent de vous comme d'un espoir pour l'entreprise. » Gabriel fut touché par ces paroles. Jean Mercier avait été l'un des premiers à lui faire confiance, à lui fournir des informations cruciales malgré les risques personnels. « Il était un homme courageux, » répondit Gabriel. « C'est grâce à des personnes comme lui que nous avons pu changer les choses. Je sais, c'est pourquoi j'aimerais vous proposer quelque chose. » Clara lui tendit une carte de visite. « Je dirige une association qui accompagne les lanceurs d'alerte dans le monde de l'entreprise. Votre fondation et nous pourrions faire beaucoup ensemble. » Cette rencontre fortuite marqua le début d'une collaboration fructueuse. La Fondation Hélène s'associa à plusieurs organisations de la société civile, créant un réseau d'influence qui dépassait largement le cadre initial de l'entreprise. Pendant ce temps, la vie personnelle de Gabriel trouvait enfin un équilibre. Sa relation avec Nicolas s'épanouissait dans la simplicité d'un quotidien partagé, loin du tumulte des premiers mois de leur rencontre. Ils avaient emménagé ensemble dans un appartement lumineux du 10e arrondissement, quartier populaire et vivant qui correspondait à leurs valeurs. Un soir de septembre, alors qu'ils dînaient sur leur petite terrasse, Nicolas posa une question qui prit Gabriel au dépourvu. « As-tu jamais pensé à retrouver Madame Rousseau ?» La vieille cuisinière avait refusé de reprendre son ancien poste, préférant une retraite tranquille avec l'indemnisation généreuse que Gabriel lui avait offerte. Elles étaient restées en contact sporadique, échangeant des cartes à Noël et quelques appels téléphoniques. « Bien sûr, je pense souvent à elle. Pourquoi cette question ? Elle faisait partie de ta vie avant tout cela. Elle connaissait ta mère, ton enfance. J'ai pensé que tu voudrais peut-être renouer plus fortement avec ce lien. » Gabriel réfléchit un instant. « Tu as raison, je devrais l'inviter à dîner, lui montrer ce que nous avons accompli. » La semaine suivante, Madame Rousseau fut accueillie dans leur appartement. Malgré ses 70 ans passés, elle avait conservé cette énergie douce et cette générosité qui avaient tant marqué l'enfance de Gabriel. Autour d'un repas simple mais délicieux, Gabrielle avait insisté pour cuisiner elle-même, sous les conseils attentifs de son ancienne mentor. Les souvenirs affluèrent. « Votre mère serait tellement fière de vous », dit la vieille dame en prenant la main de Gabriel. « Elle parlait souvent de la fille extraordinaire que vous deviendriez. Vous la connaissiez bien, n'est-ce pas ?»
demanda Gabriel, saisissant l'occasion d'en apprendre davantage sur cette femme dont le souvenir s'était estompé avec les années. « Oh oui, elle passait beaucoup de temps à la cuisine quand votre père n'était pas là. Nous parlions de tout, de vous bien sûr, mais aussi de ses rêves pour l'entreprise. Ses rêves. Elle avait des idées très modernes, vous savez. Elle voulait que les industries Moreau deviennent un modèle de ce qu'elle appelait le capitalisme à visage humain. Votre père se moquait gentiment d'elle au début. Puis, avec le temps, il s'est mis à s'en moquer moins gentiment. Et finalement, encouragea doucement Gabriel, finalement ils ont commencé à se disputer sérieusement. Les derniers mois étaient difficiles. Madame Rousseau hésita. Je ne devrais peut-être pas vous parler de cela. S'il vous plaît, insista Gabriel, j'ai besoin de comprendre. La vieille cuisinière soupira profondément. Votre mère avait commencé à documenter certaines pratiques au sein de l'entreprise. Elle voulait forcer votre père à changer. Je l'ai entendu un jour lui dire qu'elle irait à la presse s'il ne faisait rien. 2 semaines plus tard, elle est tombée malade. Si, soudainement, ces révélations confirmaient les soupçons que Gabriel nourrissait depuis la lecture de la lettre de sa mère. Victor avait probablement été impliqué dans la mort d'Hélène, directement ou indirectement. Cette certitude aurait pu la détruire, quelques mois plus tôt. Mais aujourd'hui, elle l'acceptait comme une partie de son histoire personnelle, un chapitre sombre mais nécessaire à comprendre pour avancer. Et maintenant, vous avez réalisé son rêve, conclut Madame Rousseau avec un sourire ému. Vous avez transformé cette entreprise exactement comme elle l'aurait souhaité. Cette soirée fut cathartique pour Gabriel. En reliant son action, présente aux aspirations de sa mère, elle donnait un sens plus profond à son parcours. Ce n'était plus simplement une rébellion contre les pratiques de son père, mais la continuation d'un héritage maternel longtemps oublié. Dans les mois qui suivirent, le groupe Hélène continua son expansion, non pas en termes de taille. Gabriel avait délibérément choisi de limiter la croissance externe pour préserver la cohérence culturelle, mais en termes d'influence et d'innovation sociale. L'un des projets phares de cette période fut le lancement d'un programme d'actionnariat salarié permettant aux employés de tout niveau de détenir collectivement jusqu'à 30% du capital du groupe. Cette initiative, révolutionnaire dans le contexte français, suscita l'intérêt bien au-delà des frontières de l'entreprise, inspirant d'autres sociétés à envisager des modèles de gouvernance plus participatifs. Parallèlement, Gabriel s'engageait personnellement dans le mentorat de jeunes femmes entrepreneurs issues de milieux défavorisés. Elle consacrait chaque semaine plusieurs heures à ces rencontres, partageant son expérience et ses connaissances avec celles qui affrontaient des obstacles bien plus imposants que ceux qu'elle-même avait dû surmonter. « Tu ne peux pas sauver le monde entier », lui rappelait parfois Nicolas, inquiet de la voir s'épuiser. « Je ne cherche pas à sauver le monde », répondait-elle invariablement, « juste à le rendre un peu meilleur, là où je peux agir. » Cette philosophie d'action locale, concrète, à échelle humaine, était devenue sa boussole. Plutôt que de s'attaquer à des problèmes abstraits et globaux, elle préférait transformer ce qui était directement à sa portée, créant un effet d'entraînement par l'exemple plutôt que par la prescription. Un matin de novembre, 2 ans jour pour jour après le départ forcé de Victor, Gabriel reçut un appel inattendu. C'était un inspecteur de police, l'informant que le corps de son père avait été retrouvé dans une villa isolée des îles Caïmans. Mort naturelle, selon les premiers éléments, une crise cardiaque alors qu'il nageait seul dans sa piscine privée. La nouvelle la laissa étrangement détachée. Victor avait cessé de faire partie de sa vie réelle depuis longtemps, devenant une figure presque mythologique dans son esprit, le symbole d'un système qu'elle combattait plus que l'homme qui l'avait élevé. Elle décida d'organiser des funérailles discrètes à Paris, par respect pour la mémoire de son grand-père et pour ses employés plus âgés qui gardaient une image positive de Victor, n'ayant pas connu les aspects les plus sombres de sa personnalité. La cérémonie fut simple, sans éloge funèbre ni faste inutile. Gabriel y assista avec Nicolas à ses côtés,
recevant les condoléances conventionnelles avec une grâce tranquille. Ce jour marquait symboliquement la fin d'une époque. La disparition définitive de Victor clôturait le chapitre le plus tumultueux de l'histoire des industries Moreau, permettant à Gabrielle de se concentrer pleinement sur l'avenir qu'elle souhaitait construire. Cet avenir prit une dimension nouvelle quelques mois plus tard, lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. La perspective de devenir mère éveilla en elle un mélange d'émotions complexes, joie, bien sûr, mais aussi questionnement sur l'héritage familial qu'elle transmettrait à cet enfant. « J'ai peur parfois », confia-t-elle à Nicolas une nuit, alors qu'ils contemplaient ensemble l'échographie de leur futur enfant. « Et si je portais en moi quelque chose de mon père, une part d'ombre, une capacité à la cruauté ?» Nicolas la serra contre lui. « Nous sommes tous capables du meilleur comme du pire, Gabrielle. Ce qui compte, ce sont les choix que nous faisons chaque jour. Et tes choix ont toujours penché vers la lumière, même dans les moments les plus sombres. J'espère que notre enfant n'aura jamais à faire des choix aussi difficiles que ceux que j'ai dû faire. Peut-être pas les mêmes choix, mais chaque génération a ses propres défis à relever. Ce qui compte, c'est de lui transmettre les valeurs qui l'aideront à les affronter avec intégrité. » Ces valeurs, Gabrielle les incarnait désormais, pleinement, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. Elle avait prouvé qu'il était possible de diriger une entreprise prospère tout en respectant la dignité humaine, que l'efficacité économique et la justice sociale n'étaient pas mutuellement exclusives, que le changement, aussi difficile soit-il, restait toujours possible pour ceux qui avaient le courage de l'initier. Lorsque sa fille, Hélène, vint au monde au printemps suivant, Gabrielle comprit qu'elle avait accompli le plus important des voyages, celui qui mène de l'héritage reçu à l'héritage transmis. En quelques années, elle avait transformé un empire bâti sur l'exploitation en une entreprise fondée sur le respect. Une entreprise dont sa fille pourrait un jour être fière, non pas pour sa taille ou sa puissance, mais pour les valeurs qu'elle incarnait. En tenant ce petit être dans ses bras, Gabrielle se fit une promesse silencieuse. Sa fille grandirait en connaissant l'histoire complète de sa famille, les ombres comme les lumières. Elle apprendrait que le pouvoir n'est pas une fin en soi, mais un moyen de créer un impact positif, qu'aucun succès matériel ne justifie le sacrifice de son intégrité, et surtout que le véritable courage consiste parfois à défier ceux qu'on aime lorsque leurs actions contredisent les valeurs qu'on défend. Car au final, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Avoir le courage de ses convictions, même quand le prix à payer semble exorbitant. Gabrielle avait payé ce prix. Elle avait perdu son père, son nom, son héritage matériel. Mais elle avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de se regarder dans le miroir chaque matin avec la certitude d'être fidèle à elle-même et aux valeurs qui lui tenaient à cœur. Et tandis qu'elle berçait doucement, sa fille, en chantonnant une berceuse que sa propre mère lui chantait jadis, Gabrielle sut avec une certitude absolue qu'elle avait fait les bons choix, que même si le chemin avait été douloureux, il l'avait menée exactement là où elle devait être. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé, et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.